Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple, avec Guillaume. et Max. Épisode qu'on a choisi d'intituler Touchous, tellement qu'on aurait pu skier pour descendre Place Flagey cette semaine et tant l'actualité est elle aussi glissante. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver et on espère que pour vous aussi, ce podcast est un moment de joie. Vous nous retrouvez le lundi tous les 15 jours sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube en audio. Et entre-temps sur Facebook et Twitter, toujours Tranche de couple. N'hésitez pas non plus à nous écrire par email sur tranche le chiffre 2 couple@gmail.com. Enfin, si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous et, comme d'hab, si vous le pouvez, mettez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcast. Ça boostera la visibilité de notre tranche de couple et on vous offrira une bière, un thé, un café quand on pourra enfin sortir de chez nous et voir du monde. C'est clair, ça nous fera super plaisir. Grave. Allez, on commence la rubrique Actu et aujourd'hui, Guillaume, tu voudrais nous parler d'une nomination un peu spéciale au Vatican. Absolument. On a appris en début de semaine la nomination de la religieuse française Nathalie Bécard comme sous-secrétaire du synode des évêques de l'Église catholique. Et c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. L'Église catholique en Europe occidentale souffre d'une image peu flatteuse en termes de féminisme et de progrès. Et certaines situations récentes ont probablement contribué à renforcer ce sentiment, notamment en France, de marginalisation des femmes au sein de l'institution. Je note notamment la candidature de la théologienne Anne Soupa au poste d'archevêque de Lyon, qui n'a évidemment pas été retenue selon les règles actuelles, mais qui a contribué à éclairer une situation complexe dans l'institution. Revenons donc sur le synode des évêques du Vatican. Il s'agit peu ou prou d'une assemblée parlementaire pour ce petit État qui, par son travail, aide le pape à faire des choix en matière doctrinale et pastorale. Quant à Nathalie Bécard, c'est une religieuse de l'ordre des Xavières. Vatican News nous rappelle qu'elle est diplômée d'HEC, théologienne, philosophe, qu'elle a également étudié la sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Elle est spécialisée en ecclésiologie, oui, ça existe. Elle s'est spécialisée à la Boston College School of Theology and Ministry aux États-Unis. Elle a par ailleurs un parcours déjà riche au sein de l'Église catholique de France, comme directrice du service national de l'évangélisation des jeunes et des vocations, puis auditrice du synode sur les jeunes organisé par le Vatican en 2018, avant qu'elle soit nommée par le pape François en 2019 consultante du secrétariat général du synode des évêques. Sa nomination comme sous-secrétaire de la... Merci Max. Du synode des évêques présente un pas de plus vers une plus grande participation des femmes dans les processus de discernement et de décision ecclésiaux, appelés de ses voeux par le pape François, dont Nathalie Bécard a salué le geste, je cite, « audacieux et prophétique ». Passionnée de voile, alors là je parle du sport, du bateau, elle a débuté sa première conférence de presse en annonçant la couleur de sa traversée. « Je viens de larguer les amarres pour une traversée en haute mer ». Son rôle sera notamment de préparer le prochain synode des évêques. Je rappelle pour mémoire qu'un synode dans les religions chrétiennes, c'est une assemblée d'ecclésiastiques, ou dans le cas d'un synode diocésain, d'ecclésiastiques et de laïcs. On imagine mal, évidemment, un bouleversement immédiat des choses, et on remarque également qu'elle est toujours restée très prudente sur la question, notamment, des ordinations diaconales féminines, c'est-à-dire est-ce que l'Église catholique devrait ou non ordonner des femmes prêtres, mais on peut cependant imaginer que les femmes accèdent enfin davantage à des postes de direction avec un poids réel correspondant à leur présence effective, laïque ou consacrée, dans la prise de décision de l'institution de l'Église catholique. Elle souhaite en ce sens associer davantage les femmes au processus de décision et se demande comment sortir d'une Église cléricale qui, par ailleurs, a conduit à des abus pour aller vers une Église synodale. Tout un programme. Dans une interview à RTL, elle rappelle que « mon plus grand souhait est celui d'une Église qui bouge, où tous sont acteurs, hommes et femmes, prêtres et laïcs. » Elle souhaite également être associée davantage au processus de décision pour trouver les chemins pour le monde d'aujourd'hui. Et je crois qu'on est prêt à la soutenir à 100%. Touchous et bon vent, chère Nathalie. Alors, deuxième rubrique Actu. Absolument, c'est Max qui va nous présenter On décrypte l'Europe. Tu vas nous décrypter, Max, aujourd'hui la visite très controversée de Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, en Russie.
Oui, exactement. Joseph Borrell, donc, c'est effectivement le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité. En gros, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors, il s'est rendu à Moscou il y a une dizaine de jours, et dès avant son déplacement, son choix de se rendre à Moscou n'avait pas fait l'unanimité. Un certain nombre de personnes, y compris des représentants d'États membres de l'Union européenne, considérant qu'au vu de l'arrestation récente et de l'emprisonnement de l'opposant Navalny à son retour en Russie, ainsi que la manière dont est traitée l'opposition en général, notamment dans les manifestations qui ont suivi l'arrestation de Navalny, il n'était pas opportun de faire une visite officielle en Russie. Et cette visite, on peut dire qu'elle n'a pas été couronnée de succès, ou en tout cas, c'était compliqué. Elle, là, en fait, était un véritable affront fait aux hauts représentants par la partie russe, notamment parce qu'en pleine conférence de presse télévisée, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a carrément dit que l'Union européenne n'était tout simplement pas un partenaire fiable. Et durant la visite de Borrell, Moscou a annoncé l'expulsion de 3 diplomates européens qui avaient commis l'injure d'observer une manifestation d'opposants, sans y prendre part naturellement, à un motif qui est naturellement inacceptable. Alors, auditionné par le Parlement européen à son retour de Moscou, là, ces derniers jours, après notamment un appel de 73 eurodéputés à la démission de Joseph Borrell, celui-ci a souligné le bien fondé de cette visite. D'une part, ce n'est pas parce que la Russie est un voisin difficile qu'on ne doit pas maintenir le dialogue et mettre le doigt sur ce qu'on reproche à Moscou, y compris en face à face avec les autorités russes. C'est quand même le propre de la diplomatie. Et puis d'autre part, comment justifier que le haut représentant de l'Union européenne ne pourrait pas se rendre en Russie, alors que dans le même temps, il y avait eu à peu près 17 visites de ministres des États membres de l'Union européenne à Moscou. Donc, il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. En creux, néanmoins, c'est à nouveau la fragilité de cette politique étrangère de l'Union européenne qui est mise en lumière. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'afficher une position de fermeté vis-à-vis de Moscou quand le seul instrument européen reste celui des sanctions et que dans le même temps, l'un des plus gros membres de l'Union européenne maintient le développement d'un gazoduc, d'un chantier de gazoduc avec la Russie, Nord Stream 2, pour un coût de 10 milliards d'euros, donc c'est un chantier très conséquent, qui va aussi avoir des conséquences directes, comme conséquence directe la diminution des droits de passage financiers du gaz russe que récupèrent les pays est-européens et notamment l'Ukraine. Alors, ce week-end auront lieu de nouvelles manifestations auxquelles des diplomates européens vont à nouveau assister. Et la question reste de savoir si cela conduira à de nouvelles expulsions. Et dans le même temps, Joseph Borrell a informé le Parlement qu'il allait proposer aux États membres de nouvelles sanctions contre la Russie suite à l'emprisonnement de Navalny. Affaire à suivre. On n'est pas sorti des ronces, comme on dit. C'est compliqué, hein. Oui, c'est ça. Allez, on passe pour clore cette rubrique d'actu au point Belgitude. Oh, c'est pas vraiment une actu, mais faire du ski en Belgique, ja zeker, meneer. Alors que nous affrontons maintenant depuis une semaine les températures glaciales en dessous de zéro, enfin glaciales, je veux dire d'un point de vue belge, j'étais il y a 2 minutes en train de regarder un reportage sur les Inuits qui sont à moins 52, forcément des petits joueurs. Mais pour nous, ici, on n'est pas si habitué que ça, et pour nous, moins 10, c'est glacial. Bref, alors que les paysages enneigés, y compris en centre-ville, nous ont donné un petit sentiment de Reine des Neiges, libéré, délivré, tellement on n'y était plus ou pas habitué, intéressons-nous un peu à la Baraque Fréture, au Mont des Brumes, au Val de Wanne, Trois-Ponts, à Ovifat Baraque Michel, à Lernieux-Monty ou encore à Spa. Des noms très belges, hein. Ouais, mais ça fait un peu rêver, non, tout ça? Ça fait un peu station thermale, ça fait... Eh ben non! Ce sont le nom des 6 stations de ski en Belgique. Et oui, la Belgique, notre plat pays, compte 6 stations de ski, surtout et essentiellement situées à l'est, du côté de ce qu'on appelle la région des Hauts-de-Fagne, tout à moins de 2h30 de Bruxelles en voiture. Alors, bien entendu, avec le Covid, la plupart de ces stations sont fermées, ou en tout cas l'accès est extrêmement régulé pour les non-résidents, pour éviter ce qui s'est passé pendant les premiers week-ends après les premières neiges au mois de décembre, c'est-à-dire un afflux de gens difficilement contrôlable, où effectivement les mesures de sécurité sanitaires sont difficilement gérables. Mais
On compte en tout dans ces stations une dizaine de pistes de ski alpin, une demi-douzaine de remontées mécaniques, quand même. Bon, vous oubliez évidemment le télésiège débrayable à 8 places de Courchevel, faut pas déconner. On est quand même dans le fin fond de la Belgique. Mais il y a aussi plusieurs pistes de ski de fond, sans compter d'innombrables chemins de randonnée, propices été comme hiver à la nature et à des chemins bucoliques. Et en hiver, les raquettes, naturellement. Et en hiver, les raquettes, naturellement. Bref, un petit paradis pour faire du ski à la demi-journée, à la journée, en famille, entre amis, à défaut de pouvoir se rendre en France pour... Ah bah non. Ah bah non, en fait, c'est Non fermé plus. aussi. Bon bah, écoutez, on profitera des stations de ski belges l'année prochaine. Ah bah oui, il faudra remonter le matériel. Allez, touchous. Touchous. Touchous vers notre rubrique Vite Couple, Max. Exactement. Alors, on ne pouvait pas, puisque la veille de la diffusion de ce podcast, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, ne pas vous parler de comment est-ce qu'on fait la Saint-Valentin en ces temps un petit peu compliqués, où il n'y a pas de restaurant, où finalement on va être encore chez nous. Alors, la Saint-Valentin, c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement l'habitude, nous deux, de faire systématiquement, de sortir au restaurant. Ou, voilà. Au début, on le faisait pas du tout. Et puis, finalement, les années venant, on s'y met. Alors, on fait, comme tu dis, on fait pas forcément des grosses choses, mais une petite attention, un petit truc en plus. Mais par contre, ce qui a été toujours dans notre volonté, c'était que ce soit pas juste ce moment, que ce soit pas juste la Saint-Valentin. Pour nous, la Saint-Valentin, c'est aussi un peu toute l'année. Là, c'est juste une occasion de plus de se montrer qu'on pense l'un à l'autre. Voilà, un petit geste. Et alors, cette année, du coup, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de soutenir nos amis restaurateurs qui, comme d'habitude, sont fermés. Donc, notamment, un de nos restaurants favoris, à la fois parce que c'est très bon, mais aussi parce qu'on adore le concept. On vous rappelle, c'est le restaurant 65 degrés dont on vous a déjà parlé, qui est situé sur l'avenue Louise, une des plus belles avenues de Bruxelles, et où travaillent notamment des personnes, c'est un restaurant inclusif, un peu comme le Reflet dont on vous a parlé la semaine dernière, où travaillent notamment des personnes avec un handicap. Voilà, et donc 65 degrés propose des plats à emporter, un repas à emporter. 4 plats. Et donc voilà, donc on a choisi de prendre livraison d'un repas de Saint-Valentin qu'on dégustera avec grand plaisir demain soir. On enregistre samedi, pardon. Et donc ce petit point Saint-Valentin, Max, c'est aussi pour toi l'occasion de nous présenter une proposition qui est faite par le Refuge Belgique. Exactement, parce que vous savez, donc le refuge Belgique, c'est une association dans laquelle je suis bénévole, et à l'occasion de son 3e anniversaire, et pour célébrer l'amour dans sa diversité, le refuge a décidé de lancer une initiative, une campagne pour demander aux gens sur Facebook de poster un cœur, dans différents cœurs que vous pourriez prendre en photo et poster en commentaire de leur affiche. D'ailleurs, on a posté l'affiche sur notre page Twitter et ils vont faire un patchwork de l'ensemble de ces cœurs qui diffuseront après. Voilà, donc c'est aussi une bonne petite initiative de combiner à la fois un espèce d'anniversaire de l'association du refuge en Belgique, 3 ans déjà, et une douzaine de jeunes qui sont accueillis dans les hébergements du refuge. Et puis cette fête de l'amour dans sa diversité. C'est une super initiative. Bon, on vous invite tous du coup à participer et à apporter votre contribution à cette initiative qui nous plaît beaucoup. Sans transition, touchous vers quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais on vous a déjà parlé que les jeux vidéo, c'est quelque chose qui nous plaît, un concept qui nous plaît à tous les deux. Mais on a un peu du mal, c'est un peu comme Chien et Chat, je vous rappelle le titre de notre tout premier épisode d'ailleurs, Nostalgie. On a un peu du mal à être d'accord sur quel type de jeu vidéo, On a des goûts différents. C'est ça, on a des goûts différents. Là, on arrive à se retrouver tant. Et on aime bien quand même faire des choses ensemble et pouvoir partager aussi ce genre de choses. Donc, on avait trouvé un premier terrain d'entente absolument sans accroche avec Mario Kart, n'est-ce pas, il y a quelques mois de ça.
Et là, Max, tu vas nous parler d'un deuxième terrain d'entente qui va pas faire beaucoup plaisir à Brigitte Macron, mais pour autant, hein. Oui, alors effectivement, vous l'aurez peut-être deviné avec la référence à Brigitte Macron, aujourd'hui on va vous parler de Fortnite. Alors Fortnite, peut-être que vous connaissez, c'est un jeu qu'on appelle en mode Battle Royale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 100 joueurs Ces anglicismes. qui s'affrontent sur une île et que l'objectif c'est qu'à la fin il n'en reste qu'un, ou si on joue en équipe, qu'une seule équipe de 2 ou de 4 joueurs. Avec une zone de jeu. Ou qu'une, hein, parce que je me suis déjà fait dézinguer par des dames aussi, je précise. Oui, parce que ton personnage change en fait, et tu peux être soit un homme, soit une femme, selon la partie dans laquelle tu joues. Alors en fait, comment ça se passe? Parce que donc c'est une île hein, avec différents endroits, différents villages, différents environnements, et puis une zone de jeu qui diminue au fur et à mesure. Alors, ils ont pris l'exemple d'une tempête hein, avec l'œil du cyclone dans lequel on doit absolument être pour éviter les dégâts que fait la tempête. Et cette tempête, c'est un cercle qui se rapproche pour forcer en fait les joueurs à s'affronter, puisque au fur et à mesure que les joueurs se font éliminer ou s'éliminent les uns les autres, forcément, si le terrain de jeu ne se réduit pas, ça serait difficile d'arriver au bout. Alors Fortnite, c'est un jeu gratuit d'abord, qui se joue en ligne sur différentes plateformes. Donc par exemple, moi je joue sur la Switch, mais on peut aussi jouer sur iPad, sur PC, ou voilà, un peu il y a sur la PS4, PS5 ou les différentes consoles. C'est un jeu qui est ultra populaire, notamment chez les jeunes. Il a été lancé en 2017 par une entreprise qui s'appelle Epic Games et il compte désormais 350 millions de joueurs de par le monde, donc c'est quand même un sacré succès. Alors, c'est un jeu qui est un petit peu entre de l'affrontement pur et puis un jeu de construction, parce qu'on peut aussi utiliser des constructions pour se protéger, mais aussi essayer en gros de descendre l'adversaire qui se trouve à proximité. Et donc, au fur et à mesure qu'on joue, on devient un peu meilleur. Et donc, il y a aussi des niveaux, des paliers, et un système qui permet que quand vous jouez, vous êtes globalement face à des joueurs qui ont à peu près un niveau similaire au vôtre, pour éviter que, en gros, vous jouiez avec des gens qui sont d'un niveau très très supérieur et que vous fassiez tout de suite dézinguer, ce qui démotiverait les jeux. Donc ça, c'est quand même assez bien fait. C'est ce qui m'a quand même permis de passer du niveau 0 au niveau 10 en 5 ou 6 parties. Hein. Et oui, parce que 6 mois, ça fait en fait depuis décembre, je pense que je me suis mis, ou décembre ou janvier, que je me suis mis à peut-être juste après Noël. Rémi, si tu nous entends. Voilà, grâce à Rémi, dont on vous avait parlé dans un des épisodes précédents. Et donc moi, je suis aujourd'hui, je crois, au niveau 60, quelque chose comme ça. Guillaume... N'empêche que je lui ai sauvé la vie 2 fois hier soir. Hein. Guillaume s'est mis à Fortnite il y a quelques jours et il est déjà au niveau 11, bravo. Et après avoir fait quelques parties en solo où j'étais un petit peu derrière pour lui donner quelques conseils, on a fait notre première partie à 2. Donc là, c'est un mode de jeu où on peut jouer à 2 et on affronte en fait d'autres équipes de 2 personnes. Et on s'est quand même plutôt bien débrouillé, puisque dans ces 2 parties, on a eu une victoire royale, voilà, parce qu'on a terminé premier en fait. Donc on a réussi non pas à éliminer les 100 joueurs, parce que vous imaginez bien que quand il y a 100 joueurs, en fait, ils s'éliminent entre eux. Mais en tout cas, on a réussi à être les derniers et donc à éliminer... Planquez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. Ouais, mais ça marche pas complètement non plus de se planquer seulement. Non, c'est sûr. Parce que les autres, ils veulent bien te tuer, hein, ça, c'est pas un problème. Ouais. Enfin, je précise quand même qu'avant de ces 2 parties qu'on a gagnées, on en a perdu quand même 2 ou 3 autres. Ensemble qu'on a joué ensemble? Non, je crois pas. Même pas. Ah ouais, on est bon en fait. Disons qu'effectivement, tu m'as sauvé la vie, je t'ai sauvé la vie, parce qu'en fait, on peut se réanimer quand on joue à 2, ça c'est plutôt assez sympa. Voilà, donc je sais pas, Guillaume... moi j'adore, mais pour moi c'est un autre test, c'est du même type que le test du canoë-kayak, hein, pour un couple, c'est une façon de travailler ensemble à un but commun. Voilà.
On travaille ensemble à un but commun sur plein de choses dans notre vie, mais là, voilà, ça en fait une de plus. Bon, après, il va falloir que tu continues à jouer un petit peu pour apprendre à recharger, apprendre à sauter, éventuellement faire quelques constructions. Recharger, ça va. Les constructions, ça commence à... Non, j'ai pas commencé les constructions, mais chaque chose... Il faut surtout que j'apprenne à sortir du bateau. Ah oui, parce que Guillaume est mort en restant dans la tempête dans le bateau et il n'arrivait pas à sortir du bateau. Il y avait sans doute un petit bug, mais en plus, d'abord, c'est de la faute du bug. Comme il faut apprendre à demander de l'aide, et notamment pour que je vienne t'aider à sortir de mais enfin, je t'ai dit que j'étais dans la tempête. Bon, 10 minutes après être rentré dans la tempête, mais c'est pas grave, c'est pas la question. Voilà, vous voyez, c'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, c'est bien sympa. Et je dois dire qu'on avait acheté cette Switch en prévision du 2e confinement. Et en fait, on est assez content de l'avoir installée. Et visiblement, ça a fait quelques émules également dans le reste de la famille. À voir. Affaire à suivre. Allez, on passe à la dernière rubrique de ce podcast, parce que la dernière fois, on vous avait fait un podcast assez long. Donc aujourd'hui, on va essayer de rester dans le timing. Tout à fait. Un coup de cœur Covid aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avec le lancement de la chaîne Culture Box par France Télévisions. Alors vous savez que c'est la diffusion, je vous ai beaucoup parlé, probablement saoulé avec la diffusion en streaming de spectacles, l'intérêt, les plus, les moins. Mais on a passé une nouvelle étape ici, puisque alors que les lieux de culture et de spectacle vivants sont désespérément fermés au public, tant en Belgique qu'en France que dans la plupart des pays de l'Union européenne et du monde, les institutions créatrices, elles, ne se tournent pas les pouces et proposent des spectacles, concerts, performances via le streaming ou la télé, payants ou gratuits. Le groupe France Télévisions a lancé au début du mois de février la chaîne Culture Box, qui est disponible en ligne et sur la chaîne 19 de la TNT. Culture Box, à l'origine, c'est la plateforme en ligne de contenu culturel des chaînes du groupe France Télévisions. Ça existe depuis une dizaine d'années et c'est une mine d'or pour pouvoir voir et revoir de chouettes représentations en direct ou en streaming. Donc l'idée ici, c'était de mettre ce contenu à disposition de chacun facilement via une chaîne et aussi surtout de mettre à disposition le contenu extrêmement important en termes de quantité, tant en termes de qualité, qui est arrivé depuis le début de cette crise, puisque c'est les seules façons aujourd'hui de produire, de faire du spectacle vivant, c'est de le diffuser. Donc pour faire court, le programme, c'est en matinée la diffusion de documentaires, l'après-midi, programme culturel, en début de soirée un magazine, et en soirée des spectacles, visites d'expositions, concerts, etc. Chaque jour de la semaine, vous avez une thématique. Le lundi, c'est théâtre. Le mardi, c'est classique, opéra ou ballet. Le mercredi, c'est musique. Le jeudi, spectacle urbain. Le vendredi, l'humour. Ça, c'est mon jour préféré. À égalité avec le mardi. Mais bon, le samedi, c'est les grands concerts. Ah, j'aime bien celui-là aussi, en fait. Et le dimanche, en fait, les musées. Bien tous les jours, quoi. Mais en fait, je crois que je vais regarder ça tous les jours. Bref, autant vous dire que les contenus sont assez alléchants. Alors, comme je le lisais dans un article récemment, c'est encore un peu de briques et de broc, c'est encore un peu construit sur des bases. Voilà, ça a été lancé de façon très rapide, mais pour autant, on y retrouve vraiment des chouettes contenus et on sent une volonté vraiment de diffuser. Et je salue cette initiative de France Télévisions avec le ministère de la Culture et le CSA. Voilà, une bonne chose qui est arrivée dans cette période un peu compliquée. Merci Roselyne. Merci Roselyne. Allez, c'est déjà la fin de ce podcast. On espère que cet épisode vous a plu. Touchous. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et comme ça, peut-être qu'on aura des nouveaux éditeurs. Ça nous fera aussi bien plaisir. Toujours plaisir. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le lundi tous les 15 jours. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous. Sortez masqués et à très vite. De nouvelles tranches vitaminées.